Global Knowledge. Global Knowledge, c'est une entreprise qui embauche plus de 2000 employés dans plus de 27 pays. Elle a 4 pôles d'expertise, donc elle déploie les solutions IT, notamment Microsoft, Amazon Web Services et plein d'autres. Elle a aussi une expertise en termes de gouvernance et méthode, donc notamment tout ce qui est gestion de projet, PMP, Prince2. Vous pouvez retrouver aussi toutes les méthodes agiles, DevOps, Safe. Donc un pôle d'expertise qui est l'optimisation et l'excellence opérationnelle, notamment avec tout ce qui est management des organisations, avec les méthodes Lean Management, la résolution de problèmes complexes avec le Lean Six Sigma, le Design Thinking. Donc tout ce qui est analyse des données également, et un quatrième pôle d'expertise qui est les soft skills et tout ce qui est trait donc à la conduite du changement. Donc aujourd'hui, en fait, nous sommes 3 participants à ce webinaire. Donc je vais commencer par me présenter. Donc Anissa Maclou, je suis responsable du pilotage de la Business Unit Optimisation et Excellence Opérationnelle chez Global Knowledge, donc qui inclut tous les pôles Lean Six Sigma notamment. Donc, je travaille dans ce domaine depuis plus de 15 ans. Donc, j'ai une expérience d'enseignant-chercheur, une expérience terrain et j'ai piloté de nombreux projets en excellence opérationnelle. Donc, je suis passionnée par ce domaine parce que j'aime l'humain et principalement, quand on déploie ce type de projet, le focus est fait sur la conduite du changement et l'humain. Effectivement, il y aura aussi beaucoup d'outils techniques, mais ce qui me passionne plus dans l'excellence opérationnelle, c'est l'humain. Donc, je laisse la parole à Franck qui va se présenter et présenter Mélène. Oui, bonjour à tous. Donc, je suis Franck Martin, je suis directeur de mission chez Costera. Au cours de mes 25 ans de carrière dans l'informatique, j'ai monté des centres de services et j'ai été confronté à des problématiques d'optimisation de coûts. Et à ce titre, je me suis passionné pour l'excellence opérationnelle, qui est pour moi une méthodologie très puissante, rigoureuse et qui intègre l'humain. Depuis un an environ, j'ai découvert la RPA, je me suis penché dessus et j'ai réalisé plusieurs projets. C'est une technologie qui est puissante et qui constitue un formidable cas d'application de l'excellence opérationnelle. Et donc, nous avons voulu aujourd'hui partager cette expérience. Mélène, quant à elle, est une business analyst senior qui a participé dès 2016 à la mise en place d'un centre d'excellence RPA et a réalisé de nombreux projets d'automatisation. Elle a une expérience très riche à partager avec nous aujourd'hui. Bonjour à tous. Voilà, donc on va démarrer. Pourquoi le Lean RPA? Donc le Lean RPA parce que les projets de RPA en fait, connaissent un grand succès par toutes ces dernières années. C'est des projets qui permettent d'optimiser des tâches répétitives, qui permettent de gagner donc en efficacité, en rapidité. Et le Lean va arriver comme méthode structurante pour ce type d'approche, donc de robotisation et d'automatisation des process. Donc nous, tout au long de ce webinaire, on va vous présenter des cas opérationnels dans le déploiement de projets RPA. Et parallèlement à ça, nous sommes en train de développer une formation sur le Lean RPA. Donc tous vos feedbacks sont intéressants pour nous, pourront nous servir pour améliorer cette formation. Donc n'hésitez pas à nous écrire quelles sont vos attentes, quelles sont vos remarques par rapport à ce type de domaine. Donc là, je passe la parole à Franck qui va présenter le plan. Alors le plan de ces webinaires, c'est assez simple. Pour les participants qui ne connaissent pas encore la RPA, on va vous présenter quelques exemples simples mais très parlants en fait de son fonctionnement. Anissa rappellera à ceux qui ne maîtrisent pas tous les ins and outs du Lean Six Sigma ses principes et montrera quelques outils. Puis nous nous pencherons sur des applications de cette méthode-là à la RPA et parlerons d'un certain nombre de ses caractéristiques. Et puis nous ferons une conclusion sur les apports du Lean Six Sigma à des projets de RPA. Donc pour répondre à la question que je vois défiler, tout le webinaire il dure 45 minutes, donc jusqu'à 11h45, et la présentation en elle-même 30 minutes, suivie de 15 minutes de questions-réponses. Donc n'hésitez pas à poser vos questions. Donc là nous allons démarrer par l'introduction de la RPA. Donc le premier exemple choisi correspond à un cas réel d'un syndic de copropriété. On est au mois de novembre et il a décroché un nouveau contrat pour une très grosse copropriété et donc son service comptable doit créer des milliers de compteurs d'eau dans son application métier pour une AG qui a lieu début janvier. Il est en pleine phase de clôture annuelle, il va falloir mettre à jour tous ses relevés.
Donc les données sont dans un Excel, donc ça c'est une chance, mais il n'est pas possible d'intégrer les intégrer directement dans l'application métier, qui est une application propriétaire et infogérée. Donc on a développé un automate en fait qui va donc lire toutes ces données Excel. Ça va permettre en le faisant de respecter la cohérence métier des données. Le délai est très court pour le projet puisqu'on parle de quelques semaines. C'est un travail qui est très pénible parce que vous allez voir, les compteurs d'eau sont une longue série de chiffres et de lettres à saisir. On a un risque d'erreur donc de saisie qui est fort. Et on est confronté à une vraie problématique de pic de charge. Donc, je vais vous montrer la vidéo. Donc à gauche, on a les numéros de compteurs et à droite, en jaune, des éléments qui seront intégrés dans les commentaires pour l'appli qui permettront de répondre à un copropriétaire s'il a des problèmes sur son relais de compteur d'eau. Donc voici l'application métier. On saisit le numéro du compteur, le type de compteur, unité. Problème technique, on relance la vidéo. On saisit le commentaire, la valeur de début et de fin du compteur d'eau, et on passe au compteur suivant. Donc on saisit dans une application Windows toutes les informations. Vous voyez que ça se déroule assez vite, plus vite quand même qu'un être humain, et on n'a pas fait d'optimisation particulière de saisie. Le deuxième exemple est un exemple qu'on a construit exprès pour le séminaire, où donc en fait je suis quelqu'un qui a plusieurs facteurs EDF et je demande à un service comptable de traiter ces factures PDF et de me fournir un rapport avec un certain nombre d'informations. Donc voyons la vidéo. Voici le mail. Est-ce que vous pouvez me traiter les 3 factures? On a donc le numéro client à facturer, la date, le montant de la facture, le point de livraison EDF et les 3 pièces jointes qui correspondent à la période pour laquelle je veux un rapport. Le mail est parti, je vous ai épargné le temps d'arrivée du mail. Et ce mail arrive dans la boîte aux lettres du robot. Voilà. Donc on va le traiter. Voici le résultat du traitement qui est instantané. Et donc ce texte va être copié dans un mail qui va être renvoyé à qui de droit, donc en l'occurrence moi. Donc voici le mail de sortie et vous voyez à gauche qu'on est dans la outbox. Donc en regardant ça, est-ce qu'on peut dire que finalement que le Lean que la RPA permet d'automatiser toutes les tâches répétitives, pénibles et surtout pendant les pics de charge? Absolument, et j'ai un petit schéma un peu plus tard qui va vous permettre de vous rendre mieux compte de cela. Alors oui, ça c'est... faut qu'on passe parce que c'était... Le récap. Le récap. Alors... dans les outils de RPA, qu'est-ce qu'on va trouver? Eh bien, le rapport, ça va être de pouvoir modéliser le workflow de toutes les tâches de saisie. Donc ici, vous avez un exemple. On va pouvoir programmer, donc on va pouvoir mettre en place des automates avec des états pour gérer les cas d'erreur, etc. Et puis, si je rentre dans une des boîtes, eh bien, je vais trouver un ensemble d'activités que je vais pouvoir mettre en drag and drop ou avoir codé et qui vont me réaliser toutes mes opérations nécessaires. Ce qu'apporte aussi la RPA, c'est qu'une fois que vous avez tous ces automates qui réalisent toutes vos activités, eh bien, vous avez besoin de gérer le nombre d'automates que vous allez mettre en production. Et ici, vous avez une liste de traitements dans un orchestrateur dont on va planifier la bonne exécution. Et de temps en temps, il va y avoir des erreurs et il va falloir gérer les reprises, etc. Donc, c'est une fonctionnalité qui est très importante. Alors, la RPA, en fait, qu'est-ce qui se passe dans les systèmes d'information? Les entreprises investissent dans des logiciels, dans montent des équipes informatiques pour développer des applications métiers. Elles procèdent à des achats, fusionnent, grossissent, et au bout d'un certain temps, en fait, les collaborateurs sont confrontés à la saisie de nombreuses données pour basculer d'un système à un autre, pour une filiale, etc., en utilisant leurs outils bureautiques.
Et ces tâches de saisie, parfois, sont souvent répétitives, épuisantes et démotivantes pour les collaborateurs. Et on a un gaspillage littéral des capacités des collaborateurs. Donc, la RPA va intervenir en limite du système d'information, c'est une nouvelle application du SI, et elle va pouvoir permettre, en fait, de faire le pont et décharger les collaborateurs de toutes ces difficultés. Donc, en image, la RPA, c'est des paires de bras en plus. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut les dupliquer à volonté, vous pouvez avoir une véritable armée qui travaille pour vous. Et si vos activités, vos processus le permettent, ils peuvent également fonctionner 24/7, 7 jours sur 7. C'est également des paires de yeux en plus qui utilisent des technologies d'OCR ou de RAD pour vous permettre des traitements beaucoup plus riches. Alors, si je compare la RPA versus l'intelligence artificielle, donc la RPA permet d'automatiser des processus, de constituer des véritables assistants digitaux qui vont pouvoir être déclenchés à la demande par les collaborateurs. Ici, vous avez un certain nombre d'éditeurs. Ces éditeurs se développent très rapidement, font des levées de fonds et ont des roadmaps relativement riches pour intégrer des briques d'intelligence artificielle. Et d'ici 1 an, 2 ans, 3 ans, vous pourrez parler à votre assistant digital qui vous répondra. Et vous aurez des modules cognitifs qui auront été intégrés et qui pourront aller chercher eux-mêmes des informations et vous fournir de l'aide à la décision en cas de nécessité. Donc, c'est prometteur et ça va continuer d'évoluer. Je vais repasser la parole à Anissa, qui va vous dire quelques mots sur le Lean Six Sigma. Donc, on dit pourquoi on veut associer aujourd'hui le Lean et la RPA. Donc, déjà, il faut penser que la RPA est apparue dernièrement, donc ces dernières années, au niveau de l'année 2016, et le Lean est beaucoup plus ancien. Donc on se dit le Lean est apparu, pour ceux qui ne connaissent pas, dans les années 70 avec Toyota Production System, donc au Japon. C'était pour optimiser tout ce qui est production automobile dans un contexte plutôt concurrentiel. Et le Six Sigma est apparu au départ dans les années 80 avec Motorola et ensuite a été développé par General Electric ou théorisé par General Electric. Donc ces deux méthodes sont complémentaires. Aujourd'hui, on parle souvent de Lean Six Sigma, voire on peut rajouter d'autres méthodes d'excellence opérationnelle telles que la théorie des contraintes. Donc le Lean est très focusé en fait sur l'humain et la transformation, et le Six Sigma est beaucoup plus sur la résolution de problèmes complexes. Donc notamment aussi avec ces deux méthodes-là, il y a eu l'apparition de plusieurs variantes, le Lean Management, le Lean IT donc dans les années 2000, et maintenant on parle de Lean RPA depuis 2016. Donc, qui est le nouveau bébé, d'où l'intérêt d'une formation en Lean RPA, surtout en français, comme elles ne sont pas aujourd'hui existantes sur le marché. Donc on dit que le Lean ou le Lean Six Sigma, voire les deux approches, parce que de plus en plus on ne les sépare pas vraiment, apporte une méthode structurée qui permettra donc de structurer le déploiement d'un projet RPA, d'estimer les coûts de manière plus fine, donc tout ce qui est retour sur investissement, et d'identifier les processus clés, voire les activités clés sur lesquelles il faudra se focaliser, notamment les indicateurs qu'il faudra collecter à un moment donné pour optimiser ces activités. Mais surtout, ce qui est encore plus important pour ce type de démarche pour assurer la réussite, c'est tout ce qui est création d'une dynamique d'équipe, donc création de l'équipe qui va travailler sur le projet. Et Mélène pourra en témoigner plus tard, comme elle a participé au déploiement donc, de plusieurs projets RPA. Et aussi de mettre en place des boucles de management, de communication entre les équipes, de l'agilité aussi dans ce type de projet. Donc on retrouve réellement la place du Lean et du Six Sigma pour cette approche-là. Donc le Lean Six Sigma, juste pour donner un petit comparatif entre les apports du Lean Six Sigma par rapport au Lean Management, le Lean Six Sigma c'est une méthode structurée qui permet de résoudre généralement des problèmes donc complexes et stratégiques. Mais ça peut être aussi une méthode qui est utilisée dans tout ce qui est transformation digitale ou transformation type mise en place d'un projet RPA. Donc ça utilise des outils qui proviennent de la gestion de projet, de la qualité et aussi des statistiques quand il y en a besoin dans des projets complexes où il faut avoir réellement une valeur ajoutée importante. Donc le Lean Six Sigma est articulé autour de 5 étapes clés projet. Donc une phase de définition, de mesure, d'analyse, d'amélioration et de contrôle qu'on va détailler juste dans ce qui suit. Et le Lean Management, par contre, qui est apparu un peu plus tard, donc
après le Lean Manufacturing qui est paru chez Toyota. C'est une approche qui est plutôt utilisée en termes de transformation d'une entreprise, qui peut prendre 5 ans plus. Donc ça va mettre en place un changement culturel, donc une approche plus terrain, une approche plus humaine pour la transformation des process. Et ça permet également de retranscrire une stratégie d'entreprise en objectifs opérationnels et terrain, donc aussi d'optimisation de process. Donc le focus est fait sur les attentes du client, donc ce qu'on appelle dans ce type de méthode la voix du client ou le besoin du client qui sera retranscrit en éléments mesurables. Donc c'est l'apport qui sera notamment important pour un projet RPA. Donc ça fait le focus aussi sur le développement donc des compétences des personnes et sur les initiatives donc de communication des collaborateurs. Aussi, on dit le Lean Management fait de la résolution de problèmes aussi, mais plutôt sur des périmètres plus restreints et sur de la résolution de problèmes simples. Donc, et dans le Lean Management, comme on est sur des méthodes d'amélioration continue, on mettra toujours des plans de progrès pour améliorer ces process. Donc, les approches clés donc, de la méthode des MAIC qui initialement provient de Six Sigma, mais qui a été reprise à plusieurs moments en fait par le Lean Six Sigma ou le Lean Management même. Donc, elle est structurée autour de 5 étapes clés. Donc, la première phase est la phase de définition, donc définition du besoin client, définition de la problématique ou du process sur lequel on veut se focaliser. Donc, c'est l'étape clé qui va permettre de définir le périmètre du process qu'on va optimiser ou des process que nous comptons optimiser. Donc, ces livrables clés seront le business case et la charte projet qui détailleront donc les différentes parties prenantes, les retours sur investissement, le périmètre. Donc, on retrouvera des éléments clés, l'analyse de risque. Pour réaliser ce type donc, de livrable qui est le business case, on aura notamment besoin d'un ensemble d'outils. Ces outils-là concernent le SIPOC, donc l'outil de cartographie process qu'on détaillera ultérieurement, qui permet de définir les process clés sur lesquels il faut travailler et tous les input-output de ces process et tous les fournisseurs et les clients de ces process-là. Je note aussi sur cette slide-là qu'on parle de la voix du client, ou qu'on note ici la VOC, ça c'est de la terminologie technique par rapport à ce type d'approche process, juste pour rappeler qu'il est très important d'identifier les différentes parties prenantes du projet, donc les employés, donc les actionnaires ou le business, je vais appeler ça comme ça, les différents clients, s'il y a du réglementaire, donc l'intégrer surtout dans le domaine bancaire, et éventuellement aussi s'il y a des fournisseurs, donc les intégrer sur ce type de process. Donc ensuite, en fait, on va avoir une phase de mesure. Cette phase-là, son objectif, c'est vraiment d'aller sur terrain et de voir comment se font aujourd'hui les choses. Parce que très souvent, les process sont mis en place, mais ils sont pas documentés, ou on croit qu'ils fonctionnent d'une certaine manière, mais en réalité, ça se passe pas comme ça. Donc, c'est important d'avoir les différentes parties prenantes donc, de ces process-là, de les interroger et surtout de formaliser le fonctionnement actuel pour pouvoir identifier donc les inputs clés, donc les facteurs qui sont potentiellement influents. Pour ce type de projet, dans certains cas, on a besoin de mettre en place aussi des plans de collecte de données. Donc on aura un certain nombre d'outils techniques qui pourront venir à notre secours. Donc on aura pour ce type de projet un certain nombre d'outils techniques qui pourront venir à notre secours. Donc tout ce qui est outils de cartographie de process, comme la Value Stream Map pour ceux qui connaissent, ou les cartographies Streamline où je reprends les différents acteurs dans un process, des outils d'identification de facteurs influents. Donc, pour ceux qui connaissent, donc je parlerai de diagramme d'Ishikawa, de matrice de priorisation et d'indicateurs de performance qui vont définir la performance actuelle, par exemple en termes de durée de réalisation d'un process. Ce qui permettra de donner la vision actuelle des choses du fonctionnement du process et qui permettra ensuite, avec le déploiement donc, de la RPA, d'avoir une vision future lors de la phase improve que je détaillerai ultérieurement. Donc j'aurai toujours à comparer une phase actuelle, un fonctionnement aujourd'hui, par rapport à un fonctionnement dans le futur. Une phase d'analyse qui permet de voir quels sont les facteurs influents, donc, ou les facteurs sur lesquels il faudra se focaliser plus, et les activités, je dirais, les plus importantes. À ce niveau-là aussi, on pourra mettre à jour, on pourra commencer à mettre à jour le business case et la charte projet avec des choses, des éléments plus fins, parce qu'on pourra faire un chiffrage plus fin. Donc, dans cette phase-là, on peut utiliser dans certains cas des outils statistiques, dans d'autres moins. Et la phase improve, quant à elle, elle permettra de générer les différentes solutions possibles. Donc là, on parlera des différentes
des différents fournisseurs de RPA qui seront disponibles. Et on définira à ce moment-là aussi les chiffrages. On testera ces approches-là de solutions qu'on mettra en place. Donc finalement, cette phase-là permettra d'aller vers la phase to be. Donc on a eu dans la phase Measure l'état actuel comment fonctionnait aujourd'hui, et ensuite dans la phase Improve, ça permet en fait d'avoir la phase to be. Donc on aura un ensemble d'outils qu'on pourra utiliser aussi lors de sa phase, notamment les matrices d'impact faisabilité et la mise en place de chantiers pilotes. La dernière phase, c'est la phase de contrôle, c'est celle qui va permettre de pérenniser ce qu'on a mis en place, mais aussi d'avoir des opportunités d'amélioration future. Donc, dans cette étape-là, on mettra en place les standards, les formations. Donc, parmi les nombreux outils du Lean Six Sigma qu'on peut avoir, on peut avoir de l'analyse des coûts, de l'analyse des risques, de la construction de plans de collecte de données, des outils de priorisation de projets, de cartographie de process. Donc, ce que vous voyez, les blocs que vous voyez en bleu clair, c'est les blocs qui vont être les plus importants pour la mise en place aujourd'hui d'un projet RPA. Tous les autres outils sont importants et seront détaillés dans des formations type Lean Management et Lean Six Sigma. Donc des diagrammes de spaghetti pour optimiser les flux, de l'analyse des parties prenantes, une matrice de priorisation, donc de la matrice de l'impact faisabilité, des outils de pilotage de la performance, de la sélection d'équipes projet et des outils d'animation d'équipe. Donc le CIPOC dont on a parlé tout à l'heure, qui est utilisé lors de la phase Define, donc c'est l'outil clé phare dans un projet de RPA, celui qui va permettre de définir le process clé sur lequel on va se focaliser, donc les parties prenantes, les fournisseurs de ce process et les clients de ce process, et tout ce qui est input et output au niveau de ce process. Et là, je vais laisser Mélène parler d'un cas pratique, donc de mise en place d'un CIPOC, et encore d'insister sur l'apport du CIPOC dans un projet RPA. Merci Anissa. Oui, donc pour reprendre les éléments du CIPOC, alors le CIPOC, une fois que toutes les activités ont été détectées comme potentielles pour l'automatisation, il est important de bien comprendre le fonctionnement, les grandes étapes, si je puis dire, de l'activité. Donc le CIPOC est l'outil qui est utilisé, si je peux dire, de façon systématique par expérience, puisque dans les projets que j'ai pu mener, à chaque analyse d'activité, on passe par la création d'un CIPOC. L'intérêt du CIPOC, c'est pour une activité, j'ai pris comme exemple une activité qui peut être valable pour un grand nombre d'entreprises, donc qui parle très certainement à beaucoup d'entre vous, en tant que client parfois, et en tant que professionnel, c'est le rapatriement d'une copie de contrat ou d'un document quelconque, par lequel on va passer soit par un centre de relations clientèle, soit par un back-office. L'objectif étant de fournir au client final, donc le customers, le document demandé. Si on reprend le CIPOC, il y a donc différents éléments qui permettent de bien comprendre les étapes, les inputs et les outputs, c'est-à-dire les documents en entrée. Ça peut être un mail, ça peut être un document de type PDF ou toute autre voie. Le courrier papier, pas trop. Vous le verrez si vous participez à la formation que on est quand même dans un outil qui a des limites. Et les outputs, c'est-à-dire le document sorti, la réponse au client. Donc l'intérêt du CIPOC, c'est donc bien, je le répète, de comprendre les différentes étapes, d'intégrer les parties prenantes du projet. Donc on est né aussi dans ce que disait Anissa sur l'intégration des équipes, les outils de fonctionnement d'équipe, puisque tout le monde participe et il y a une validation collégiale qui permet à la fois à l'équipe projet d'avoir compris les étapes métiers et au métier d'avoir bien transmis l'information. Voilà pour synthétiser un petit peu le CIPOC. Eh bien, merci Mélène. Je vais prendre la relève pour rentrer plus dans la déclinaison du Lean Six Sigma, un projet RPA. On va commencer par l'illustration des parties prenantes. Donc le chef de projet ou project manager va donc travailler avec les équipes métiers. Parmi les équipes métiers, notamment les experts qui savent vraiment comment se déroule l'activité, quelles sont les règles de gestion qu'il faut utiliser, etc., et qui ne sont pas toujours documentées et qu'il va falloir aller capturer. Le sponsor, évidemment, qui va supporter le projet et qui a besoin de certains niveaux d'information pour pouvoir porter le projet correctement. L'éditeur RPA, qui va offrir toutes ces fonctionnalités, qui va avoir à négocier avec la direction des achats
pour avoir le bon package. La sécurité parce que certaines applications métiers sont critiques, sensibles, et il faut bien contrôler les accès, même si c'est par des automates. Donc vous avez bien sûr travaillé avec vos équipes informatiques, d'infrastructure et de développement pour la réalisation proprement dite. Vous vous appuierez sûrement sur les consultants, tant sur le plan fonctionnel que sur le plan développement RPA, parce que ce sont des technologies qui sont quand même récentes. Et sera mis en place en fait des équipes support, à la fois sur la partie fonctionnelle, mais aussi sur le développement RPA qui a été produit. Donc pas mal de parties prenantes. Dans ce slide, je vais illustrer le cycle de vie de mise en œuvre d'un centre d'excellence RPA et d'un projet RPA à une assez grande échelle. Donc typiquement, on va commencer par une phase de sensibilisation qui va déboucher sur une cible de POC, dans lequel on va faire un peu d'acculturation, identifier les processus métiers éligibles. Ensuite, on va faire une proof of concept qui va permettre de construire les bases du premier business case avec son retour sur investissement, les coûts de développement, de licence et les impacts métiers. Le projet va continuer et on va développer un certain nombre d'automates. Donc on aura mis en œuvre une infrastructure, on va avoir un orchestrateur qui va piloter tous ces automates. On aura développé le plan de communication au sein de l'entreprise pour illustrer tous les impacts qui va se passer. On aura mené la conduite du changement, organisé la montée en compétences des collaborateurs sur ces nouvelles approches et accompagner d'autres collaborateurs dans l'évolution, dans d'autres métiers de l'entreprise. Une fois qu'une première direction métier aura été développée avec une première base de centre d'excellence, on va typiquement être intéressé pour la généralisation de la méthodologie RPA tout au sein de l'entreprise dans plusieurs directions métiers. On pourra avoir plusieurs centres d'excellence qui coopèrent entre eux et qu'on recommande soit d'être fédérés, soit d'être uniques. Et donc, on va avoir le business case qui va s'enrichir ou une nouvelle version de business case qui va apparaître pour le projet. Alors, il ne faut pas oublier, ici, lorsque je vous ai présenté, on est très concentré sur l'optimisation de l'activité existante, mais il faut avoir un regard neuf et critique. La RPA peut aussi permettre d'innover et d'envisager de fournir des services qui sont consommateurs de main-d'œuvre et peuvent être considérablement allégés en termes de charges et accélérés. Voilà. Je rentre plus concrètement dans la partie méthodologique. Ce qu'on va voir dans le projet RPA, c'est qu'il y a deux plans en fait. Il y a un plan majeur business qui repose sur la méthodologie DMAIC Six Sigma, et puis tout un projet de réalisation informatique où il va falloir utiliser les méthodologies de développement informatique. C'est pas le cœur du webinaire, mais on en parlera dans la formation. Donc il y a toute une phase d'analyse business, de découverte de la RPA, de mise en œuvre du premier POC. Donc ça correspond en phase Define, Measure, Analyze du DMIC. Au minimum, ça va prendre 2 à 3 mois avec un sponsor bien au fait et quelques cas d'automatisation particulièrement faciles à œuvrer. Mais dans la pratique, ça peut être beaucoup plus compliqué à structurer et à poser parce que vous allez avoir des collaborateurs qui sont inquiets d'avoir des automates qui peuvent remplacer leur métier, un petit peu de défiance dans l'entreprise, c'est des technologies récentes, etc. Et donc, c'est là vraiment où le Lean appliqué à la RPA peut vous permettre de passer ces premières phases qui sont complètement fondatrices dans votre projet et aussi changer le coût du projet. Dans une deuxième phase, alors le Quick Win, le premier succès, en fait, c'est le premier automate. Donc, vous allez prendre un bon exemple avec un bon EORI, au cours duquel vous allez faire pas mal de travail en plus, parce qu'il va falloir mettre en place l'infra, mettre en place tout l'environnement technologique. Donc là, on utilise plutôt des techniques de développement. Typiquement, il y a un binôme business analyst et développeur qui travaille au développement des automates.
Un automate, typiquement, c'est entre une dizaine de jours de charge à une vingtaine de jours de charge. Et donc, vous pourrez mettre en place plusieurs binômes qui vont réaliser ces développements. Alors, à l'issue de la fabrication de chaque automate, de sa mise en prod, on va avoir une phase de contrôle et de mise en place du support. Donc, en fait, ici, on a pas mal de boucles Improve Control au sein d'une grande boucle Improve Control. Et là, ce sont des projets qui peuvent durer 6 mois, 18 mois, 36 mois. Tout dépend un petit peu de l'ambition que vous avez dans votre entreprise. À un certain moment, l'essentiel des automates aura été développé et on passera plutôt dans une phase de maintenance fonctionnelle et de développement assez classique. Bon, sachant que, comme je vous l'ai dit, la RPA va encore pas mal s'enrichir de nouvelles approches et donc on pourra aller peut-être beaucoup plus loin dans les développements. Je t'interromps, il y a une question. Est-ce que l'automate est toujours un développement spécifique ou existe-t-il des outils sur cette partie-là? Alors là, les outils de RPA aident à développer beaucoup plus rapidement et il y a un travail de conception en fait qui va permettre, par exemple, si on travaille dans tel domaine bancaire ou etc., de développer des briques qui vont être réutilisables. Donc on va avoir des effets d'accélération dans la deuxième phase du déploiement. J'espère que ça répond à la question. Je pense que c'est le sens de la question. Donc, dans les cas, alors je voudrais illustrer un petit peu les caractéristiques du projet RPA. On va, par rapport à des projets d'excellence opérationnelle où on va s'attaquer à des processus qui traversent toute une organisation, là on va travailler plutôt au sein d'une direction métier. On va être confronté à un grand nombre de traitements métiers qui vont durer typiquement entre une dizaine et jusqu'à 45 minutes, 1 heure. J'ai déjà parlé de la durée de réalisation des automates. Bon, le premier automate, il ne faut pas le sous-estimer puisqu'on met plein de choses en place. Et donc, vous voyez que ce sont des développements assez rapides. Et donc, du coup, il y a un risque de dérive de coût qui est élevé parce que vous avez, s'il y a des alertes, vous avez à peine le temps de vous retourner et ça y est, vous avez déjà consommé votre charge. Et donc, c'est très important en fait de bien spécifier le projet et d'avoir un pilotage de votre retour sur investissement au cordeau. Donc finalement, une fois déployé la RPA, je rappelle la situation initiale que j'avais décrite, on peut donc identifier un certain nombre d'activités qui vont être en moyenne, j'applique la loi de Pareto, automatisables à hauteur de 80% par des assistants digitaux en mode interactif ou en mode back-office sur des serveurs. Et donc vos collaborateurs vont retrouver le sourire et pouvoir se concentrer sur des tâches beaucoup plus complexes de traitement client, de dossiers qui nécessitent vraiment leurs compétences et on n'aura pas un gaspillage de talent. Je voudrais souligner aussi que la RPA c'est aussi un projet IT puisque on utilise des logins aux différentes applications métiers et que lorsque vous avez un grand nombre d'automates qui se substituent à des dizaines d'utilisateurs en charge, certaines sociétés ont des milliers de robots, il faut donc évidemment prévoir l'infrastructure pour qu'elle ait le bon niveau de disponibilité. Alors, autre particularité, donc on utilise bien des activités réalisées sur un PC, on travaille au sein d'une direction métier, c'est d'ailleurs ce qui est passionnant. Et il ne faut pas négliger donc les coûts de licence, de mise en œuvre et de maintenance par rapport à l'automatisation. Et donc pour atteindre le Graal, je dirais, du retour d'investissement sur 6 à 9 mois, ça peut être parfois plus court, il est vraiment important de bien circonscrire le périmètre fonctionnel à adresser. Et là encore, tous les outils de priorisation, de chiffrage, d'écoute de la voix du client pour automatiser ce qui est vraiment utile et nécessaire et que on apprend dans les formations de Lean Six Sigma est absolument vital. Donc en conclusion, la RPA se déploie très largement en France, énormément d'entreprises le regardent, ils ont fait un premier POC, c'est génial. Mais les projets de RPA sont des projets d'excellence opérationnelle, ils ont tout leur ensemble de difficultés projets, notamment dans les premières phases, et si vous manquez de méthodologie, vous risquez de vous embourber, de dépasser vos budgets et de voir vos démarrages de projets annoncés s'éterniser. Et donc, c'est pour ça que ça nous paraît très intéressant, en fait. D'approcher les deux méthodes, donc le Lean, le Six Sigma et la RPA.
Eh ben, tu auras fait l'introduction et la conclusion. Anissa, merci. Merci à vous de nous avoir suivis. Donc, n'hésitez pas, toutes vos questions sont les bienvenues, toutes les remarques également. Est-ce que vous avez des questions? Donc, j'ai vu passer des choses tout à l'heure par rapport à la formation RPA. Est-ce qu'elle est certifiante Lean RPA ou non? Donc, les formations en Lean Management et Lean Six Sigma sont certifiantes. La formation en Lean RPA ne l'est pas. C'est un complément qui arrive juste après les autres formations. Du moins, pour l'instant, elles ne le sont pas encore, mais le fait d'étudier tout un parcours certifiant n'est pas écarté. Est-ce qu'on a des exemples de retour sur investissement? Alors peut-être Mélène. Alors, j'ai pas les chiffres en tête puisque il y avait énormément d'activités. Un ordre de grandeur. Un ordre de grandeur. Certaines grosses activités, j'entends par là des activités de plusieurs milliers de traitements par an, peuvent avoir un ROI sur les 3 premiers mois. Sous-entendu que la charge projet, c'est-à-dire le coût du projet, est intégré également dans le ROI. C'est-à-dire qu'il faut considérer que la charge projet passe en priorité sur les premières activités qui vont être automatisées. C'est important puisque les premières activités automatisées sont souvent celles qui ont a priori le plus gros potentiel d'automatisation et donc de gain de temps. Donc oui, certaines activités peuvent avoir un ROI à 3 mois. En général, la première phase de développement des automates, donc sur les activités les plus éligibles, il est rare que le ROI soit supérieur à 1 an. Puis après, quand le projet passe dans une deuxième phase où on prend des activités qui sont pas qui arrivent en deuxième partie, on va dire qu'il n'y avait pas forcément l'intérêt premier, on peut avoir des ROI sur la deuxième ou troisième année, mais c'est assez rare. Est-ce que j'ai répondu à votre question, Valérie? Un petit délai pour réponse. Mais on peut peut-être compléter la oui, réponse. alors, donc les cibles, en fait, c'est identifier les équipes, les services dans l'entreprise où il y a beaucoup de travail de saisie, où on a des pics de charge. Ah, réduction de temps. Alors, je peux compléter la question de Valérie, qui demande si j'ai des exemples de réduction de temps passé sur les traitements de tâches. Alors, il y a plusieurs méthodes de déploiement d'un automate. L'automate va travailler, le fonctionnement de l'automate, il fonctionne en imitation du collaborateur. Donc, il va être dépendant des limites de vitesse des applications. Donc, il ne va pas forcément travailler plus vite qu'un collaborateur. Il va travailler en général un peu plus vite, puisque les contrôles sont natifs dans l'outil, donc il y a quand même des traitements qui vont être un petit peu accélérés. En revanche, il travaille non-stop. Donc il y a quand même une flexibilité qui n'existe pas quand le traitement est manuel, à savoir du travail 24 sur 24, 7 jours sur 7, qui permettent de décharger plutôt le collaborateur de ces tâches-là et de complètement réorganiser la façon de travailler. Ça, c'est quand on part du principe que le collaborateur est totalement déchargé de l'activité. Donc, on peut dire un gain de temps total pour les activités totalement automatisées. Après, il peut y avoir des automatisations partielles qui peuvent intervenir en début d'activité. Typiquement, si je prends le cas d'une activité bancaire sur, par exemple, des fermetures de comptes, les collaborateurs ont d'abord un travail de collecte pour aller voir ce que le client détient. J'ai une carte bancaire, j'ai un livret d'épargne, j'ai des assurances de biens, de personnes. Ce travail-là de collecte peut être fait par l'automate pour focaliser le collaborateur sur les tâches suivantes qui vont rester manuelles. Ça peut être de la relance téléphonique, de la relance courrier, de l'analyse de courrier client. Donc, ça peut être de 100% à 20 ou 30%. Dans tous les cas, il est nécessaire de déterminer au départ, de bien calculer le ROI de l'activité pour voir que le gain de temps est supérieur au coût de développement de l'automate.
Donc si je récapitule, Voilà, d'où l'intérêt d'avoir une méthode bien structurée au départ pour identifier les bonnes activités sur lesquelles on va avoir un ROI. Donc si je récapitule, l'automate ne réduit pas le délai en tant que tel de la réalisation de la tâche, mais il va augmenter la capacité de traitement, ce qui réduit le temps de cycle du process. Donc ce que je pouvais faire, par exemple, en 8 heures, maintenant je vais le faire en 24 heures, parce que je travaille plus. Du coup, c'est comme si je réduis mon temps du tiers. C'est ça. On a une nouvelle question qui va peut-être arriver. On attend qu'elle arrive. Bon. Bon, alors moi je profite en attendant que les questions arrivent, c'est que vous avez 2 boutons visibles. Vous pouvez appuyer sur Je suis intéressé, rappelez-moi, et noter le webinaire s'il vous plaît. J'en profite. Vous pouvez cliquer sur les 2 boutons. Oui, vous pouvez cliquer éventuellement sur les 2 boutons. Parce que comme je vous ai dit, comme on lance la formation LeanRPA, tous vos commentaires, input, pour nous sont une importante valeur ajoutée pour faire de l'amélioration continue. Alors, plein de personnes qui commencent à arriver. Okay. Ce webinaire est enregistré aussi et vous pouvez le visionner. Et la présentation aussi vous sera envoyée. On mettra le détail aussi des formations disponibles aujourd'hui, donc le Lean Management, le Lean Six Sigma et le Lean IT. Donc on mettra les 3 formations qui sont proches de cette thématique-là. Et on vous donnera aussi l'accès à la formation, aux documents qui ont trait à la formation LeanRPA. Alors, peut-on imaginer des réponses personnalisées sur un forum en fonction du profil du demandeur? Par rapport au contenu de la formation, je ne suis pas sûr de bien... Je pense que c'est sur la capacité de l'outil. Je pense que la question de Sophie porte sur la capacité de l'outil peut-être à analyser des questions sur un forum. Alors, il faudrait préciser un petit peu plus la question parce que là, on est quand même à la limite de l'analyse de texte. Et donc de la question cognitive. Il faut rappeler que la RPA, c'est pas de l'intelligence artificielle, en tout cas pas pour le moment. Oui, alors en fait, ce qui est vrai, c'est que je vois des projets qui sont présentés à titre de démonstration, qui couplent des approches de type bot avec des automates RPA qui vont aller collecter toutes les informations et être intégrés donc dans des chatbots. Maintenant, vous avez certaines solutions de RPA qui ont fait le pari dès le début de l'intelligence artificielle et qui sont plus adéquates et qui peuvent peut-être déjà répondre à ce besoin de forum que vous mentionnez. Très bien. Après, une dernière question. J'allais dire si certaines personnes ont des questions qui surgissent après la fin de la présentation. Comment font-elles pour nous les communiquer? On va vous envoyer, je pense que Christine va vous laisser un message, voilà, avec une adresse mail à laquelle envoyer vos questions. C'est des questions... Sur info@globalknowledge.fr, Christine Amiot. N'hésitez pas, on vous répondra à toutes vos questions. Donc j'espère que ce webinaire a répondu à vos attentes, et que vous êtes satisfait de la qualité audio et des présentateurs. Puis merci à vous et donc vous pouvez recliquer sur les fameux 2 boutons que vous avez à la fin. Je suis intéressé, rappelez-moi, et notez le webinaire s'il vous plaît. Alors, on voit quelqu'un écrire si vous avez des questions. Merci à vous. Merci à tous. Merci à tous.